Dans cette vidéo, on va expliquer comment on doit procéder pour architecturer une application en microservices. Ici, l'objectif est de présenter une application de gestion de réservation de chambres dans un hôtel, par exemple. Après avoir étudié le système, on a réalisé une base de données dans laquelle on va avoir les hôtes, hein, c'est-à-dire les clients qui souhaiteront faire une réservation. Euh, donc, dans cette table client, on aura l'idée du client, on aura son nom, son prénom, son adresse email, son adresse, l'État dans lequel il vit, le pays, et puis le numéro de téléphone. Donc, ça, c'est la première table de notre base de données. Ensuite, on aura également une table pour pouvoir gérer les chambres de l'hôtel. Donc on aura l'idée de la chambre, on aura le nom de la chambre, on aura le numéro de chambre et on aura des informations sur le lit. Ensuite, on va avoir la table réservation qui, elle, va nous permettre de pouvoir définir euh, l'idée de la réservation, l'idée de la chambre qui a été réservée. Donc on voit qu'il y a un lien entre cette table chambre et la table réservation, hein, puisque à une réservation doit correspondre une chambre. L'idée du client, donc on voit qu'il y a un lien entre réservation et client, puisque à une réservation doit correspondre un client. Et puis ici, on a la date de la réservation. Donc là, on a une application que l'on souhaite architecturer en microservices. Alors on aurait pu avoir d'autres tables encore, hein. On aurait pu avoir par exemple ici, pour les autres, on aurait pu facilement avoir une autre table qui aurait été la table des adresses par exemple. Euh, on aurait pu avoir la table des pays également. Donc on aurait pu avoir cette table guest qui aurait été associée à d'autres tables. Ici, pour la table room, comme ça, et ici, pour la table réservation, bon, on va le laisser comme ça. Et là, ensuite, après avoir réfléchi à la façon dont on pourrait architecturer cette application en microservices, ben, on décide de la décomposer comme suit. On se dit qu'on va créer un premier microservice qui va permettre de gérer les clients. Effectivement, ça peut être un microservice à part, hein, puisque son objectif, c'est juste la responsabilité de gérer les clients. Alors ici, j'ai qu'une seule table, mais comme je l'ai expliqué, j'aurais pu avoir d'autres tables, puisqu'on voit que country ici, hein, pays, hein, ça aurait pu donner lieu à une autre table pays. Ici, pour, par exemple, l'État, ça aurait pu donner une autre table, hein, la table État, ou la table code postal, etc. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un microservice qui peut être associé à plusieurs tables. Donc tout dépend euh, du nombre de tables qu'il y a dans notre application. En l'occurrence, là, j'ai fait quelque chose de simple. Ensuite, ici, on se dit, bah tiens, on a peut-être un autre microservice qu'on va pouvoir définir, hein, c'est le microservice Room. Alors, j'aurais pu ajouter plus d'informations ici, euh, dans la table Room, euh, et puis peut-être que j'aurais pu avoir d'autres tables hein, qui auraient été associées à Room. Donc, on aurait pu avoir ce microservice Room Service qui va gérer des chambres, hein, qui aurait pu être associé à plusieurs tables. Mais là, en l'occurrence, hein, c'est ce microservice, cette table Room. Et ici, j'ai la table de réservation qui, elle, donc, l'application réservation. Donc, je vais créer un microservice qui va me permettre de gérer les réservations. Donc, voilà déjà la façon dont je souhaite mettre cette application en place. Ça veut dire que pour l'application ECAM PMI, il faut penser de la même façon, hein, se dire, bah, tiens, que je pourrais avoir un microservice qui va être associé aux, aux autistes, par exemple, hein, ou aux personnes qui vont se connecter à l'application.
Je pourrais avoir un microservice qui va être associé à la gestion des catégories et puis des articles. Et je pourrais avoir un microservice qui va être associé tout simplement aux phrases que je vais construire. Et donc, cette application qui va être associée aux phrases que je vais construire, je vais avoir une table qui va être associée aussi bien aux catégories et aux articles que aux patients. Donc on voit qu'on est exactement dans le même principe. Alors pourquoi on décompose en microservices? L'idée, ça va être de pouvoir tout simplement gérer chaque application via du JSON, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, modifier, supprimer, récupérer des clients ici avec du JSON. Même chose pour Room ici, avec du JSON. Même chose pour réservation avec du JSON. À chacun de ces microservices, il y en a qui peuvent être sur AWS, d'autres qui peuvent être sur Azure, d'autres qui peuvent être, etc. Donc ça, c'est notre architecture en microservices. Maintenant, il va falloir réaliser un autre microservice ici qui va permettre de pouvoir relier tout ça, puisque l'objectif, quand on réalise une application, c'est, comme on le voit ici, comme on a des liaisons entre ce microservice-là, puisque réservation est liée à room et à guest, si je souhaite par exemple obtenir l'ensemble des réservations qui ont été faites, on suppose que je vais rester sur cela, donc je vais réaliser un microservice que je vais appeler Room Réservation Service qui va me permettre d'obtenir tous les résultats que je souhaite. Par exemple, en l'occurrence, ce microservice va me permettre d'obtenir la liste des réservations, par exemple. Si j'avais d'autres choses que je souhaite faire à partir de ces trois microservices, eh bien, il faudrait que à l'intérieur de ce microservice, je définisse toutes les liaisons possibles, comme on va le voir. Là, en l'occurrence, s'il s'agit uniquement d'obtenir la liste des hôtes, ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que je vais obtenir cette liste des hôtes à partir de ce microservice-là. Donc là, l'objectif, c'est de voir comment on peut implémenter tout cela avec Spring Boot. Donc on va aller voir le corps de l'application qui est déjà fait et que j'ai récupéré pour qu'on comprenne comment tout ça peut se mettre en place et pour que vous appliquiez tout ça à votre problématique à vous. Donc déjà, le premier objectif, c'est toujours de penser à la décomposition en microservices qu'on peut réaliser avec une application. Alors, pour pouvoir mettre ça en œuvre avec Spring Boot, pour comprendre comment ça se met en œuvre, vous allez sur le site https://formationinformatique.net et conception cascade et échange, on clique dessus. Normalement, on devrait arriver ici. Alors là, il y a microservice. On va télécharger microservice. Une fois qu'on a téléchargé microservice, on va sur téléchargement ici. Voici microservice. On va faire un extraire tout. Et on va extraire ça dans un dossier, par exemple, sur le disque dur. On va faire extraire. Voilà. On peut ouvrir ce fichier avec ce projet avec VS Code. On va sur File, on écrit Open Folder, on clique sur C et ici, donc, on a sur C, on va avoir le dossier Room Service. Voilà. On le sélectionne. Yes, I trust the author, et ça va me permettre d'avoir les microservices qui sont ici. Voilà. Donc, nos trois microservices qui vont être ici.
Alors peut-être faut-il rajouter le plugin Maven, hein, si vous ne voyez pas Maven ici. Normalement, si vous avez déjà travaillé avec des applications Spring Boot, donc on a appris à rajouter le plugin pour avoir la possibilité de lancer nos services. Et là, par rapport à notre schéma, le schéma qui était ici, celui-là, donc on a le guest service. Donc ça veut dire que on a créé un premier projet guest service qui est ici. Ensuite, on a le room service, donc on a un autre microservice qui est là. Et on a le réservation service, on a réservation service qui est là, et on a room réservation service qui est ici. Donc on a créé ce troisième projet. Allons voir l'allure qu'ont ces projets. Alors pour les trois microservices qui sont ici, c'est-à-dire le guest service, le room service et le réservation service, il suffit d'en voir un seul, hein, pour comprendre comment il fonctionne. Allons voir le guest service. Voilà, guest service. Donc c'est un microservice, ici il y a le fichier pom.xml. Ce microservice de type Spring Boot, on lui a ajouté tout simplement donc ici la dépendance JPA, la dépendance web. On a ajouté également la dépendance H2 pour pouvoir avoir une base de données en mémoire, surtout pour les tests. La dépendance Lambok qui permet d'avoir moins de code. La dépendance test, hein, qui normalement vient avec, hein, ça permet de faire des tests unitaires. Et puis ici, on a un certain nombre de plugins, hein, pour pouvoir compiler avec Maven. Donc ça, c'est le premier point. Et normalement, pour tous les autres microservices, ça devrait être la même chose. Ici, dans le dossier SRC, dans le dossier main, j'ai le dossier ressources. Dans le dossier ressources, dans application.property, j'ai deux propriétés. La propriété Spring jpa.hibernate.ddl-auto que je mets à none. Et ici, je définis le port sur lequel ce microservice va fonctionner, c'est le 8081. Ici, j'ai le schéma de la base de données. Ce schéma, c'est celui qui est ici, hein, c'est-à-dire que ce schéma-là, puisque je vais avoir qu'une seule table, et ben je définis le schéma de ma base. Hein. Le schéma de ma base, il est défini ici. Je vais créer la table guest et je définis tout simplement son schéma. Pour les données, ben j'ai inséré ici un certain nombre de données, hein, dans cette table. Voilà, comme ça, cette base de données aura des données. Ensuite, si je viens sur Java, alors ici j'ai trois dossiers. J'ai un dossier API dans lequel je définis le contrôleur, on peut l'appeler contrôleur si vous voulez. API, pourquoi je l'appelle API? Tout simplement parce que comme c'est un microservice et que, en fin de compte, j'utilise ici l'API HTTP pour obtenir des données au format JSON, voilà la raison pour laquelle je l'ai appelé API. Ici, j'ai le dossier data. Dans le dossier data, j'ai le fichier guest.java. Alors, je l'ai commenté en utilisant ChatGPT. Vous pouvez faire la même chose, hein. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous récupérez le code et vous allez sur ChatGPT pour le commenter, hein, tout simplement. Ici, des choses que vous connaissez, hein, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que là, ici, donc j'ai le entity, hein, qui indique que cette classe est une entity JPA, la table, comment qu'elle se nommera cette table à base de données,
les getters et les setters qui seront générés automatiquement grâce à la base de données, grâce à la librairie Lombok. Ici, je définis cette annotation qui va permettre de générer automatiquement un constructeur par défaut sans paramètres sans que j'ai besoin de le mettre dans le code. Et enfin, ici, comme c'est du JSON que je vais utiliser pour pouvoir travailler avec mon application, c'est-à-dire qu'il faudra que je lui envoie du JSON ou que je le récupère. Ici, bon, il y a une propriété qui a été utilisée qui va permettre d'ignorer les propriétés inconnues lors de la désérialisation JSON, puisque on a la sérialisation qui va permettre de convertir du JSON en objet, et puis la désérialisation qui va permettre de faire l'inverse. Ici, je crée ma classe avec toutes les propriétés nécessaires. Hein. Il y a deux annotations pour définir la propriété guestID, celle qui est ici. Ici, il suffit de sortir vers ce schéma. Je la définis comme clé primaire et en auto-incrément. Et puis, bon, bah, les autres propriétés sont définies dessous. Vous avez les commentaires pour bien comprendre les explications concernant cette entity. Ensuite, on a le repository. Donc, le repository qui va permettre de pouvoir tout simplement réaliser les opérations CRUD, Create, Read, Update et Delete, sur la base de données. Donc, public interface guest repository, extend CRUD repository guest long. Alors pourquoi long? Tout simplement parce que ici, si on vient ici, on a bien ici un élément de type long pour le guest ID. Et ici, une méthode qui va permettre d'obtenir la liste des hôtes par adresse email. Cette méthode déclare une opération de recherche personnalisée pour trouver des invités par leur adresse email, tout simplement. Sinon, dès qu'on fait ça, toutes les opérations de création, modification, suppression via cette interface vont être disponibles pour notre application. Donc voilà. Donc ici, tout ce qui est data. Ensuite, ici, un dossier dans lequel on a deux classes qui vont permettre de gérer les erreurs. On a la classe Bad Request Exception. Cette classe, elle est définie ici, elle est commentée. Elle va permettre de gérer les erreurs. Les erreurs vont être gérées, donc un constructeur par défaut pour les erreurs. Alors ça étant, ici, on voit une classe qui est la Runtime Exception. Vous avez les commentaires qui indiquent qu'on définit des constructeurs, constructeur par défaut, constructeur avec un message d'erreur, constructeur avec un message d'erreur et une cause, constructeur avec une cause, tous les constructeurs possibles pour pouvoir générer des erreurs, sachant que on utilise l'héritage, que ça étend cette classe-là. Et puis encore une autre classe pour gérer les erreurs. Même chose, là on va avoir encore cette fois-ci la classe NotFoundException qui va tout le temps étendre la runtime exception et on va définir des constructeurs, ici différents types de constructeurs pour pouvoir justement donc créer des erreurs lorsqu'il y a des erreurs dans le code. Voilà. Et puis bon, ici on a l'application qui va permettre de booter tout simplement notre application Spring Boot. Donc on voit que c'est pas très compliqué. Alors si on va voir un peu le contrôleur, c'est peut-être ça le plus intéressant ici. Le contrôleur, donc pour pouvoir travailler avec du JSON, on utilise la notation @REST_controller. Et puis là, on va avoir @request_mapping/guest. Ça veut dire que quand on fera http://localhost 2./localhost 2.8081, parce qu'on a défini le port à 8081/guest, on devrait obtenir la liste de tous les clients.
Donc là, on définit la classe contrôleur. Ici, on crée un objet de type repository. Là, on va utiliser l'injection de dépendance du guest repository dans le contrôleur, hein, c'est-à-dire que le repository va être injecté. Ça signifie tout simplement qu'on n'a pas besoin de l'initialiser ici. On aura cet objet de type guest repository qui sera disponible dans le conteneur Spring. Ici, on a une première méthode qui va permettre de récupérer tous les invités ou de les filtrer par adresse email si celle-ci est fournie, hein. Donc on a public iterable guest, eh bien, ça va permettre d'obtenir la liste des invités. Get guest, donc ici, dans la requête qu'on va envoyer, on pourra faire passer éventuellement donc l'adresse email si on souhaite, hein, si on souhaite passer l'adresse email pour pouvoir filtrer par adresse email si celle-ci elle est fournie. Et là donc on fait une comparaison dans le cas où l'adresse email est fournie, hein, on fait une comparaison avec ce qu'on récupère, hein, pour pouvoir renvoyer la liste des hôtes, hein, qui pourraient être filtrés par l'adresse email, hein, si celle-ci est fournie. Ici, pour pouvoir ajouter un nouvel invité, on a tout simplement la requête, mais cette fois-ci c'est du post, ping, hein, ici. Ici, on a une notation qui va permettre d'obtenir le statut de la réponse. Et là, on a notre méthode addGuest. Il faudra fournir un guest au format JSON. Et à partir de là, eh bien, on retournera cet objet qui aura été créé en base de données. On fait appel à la méthode setGuest, hein, de guest repository. Ici, on a un endpoint pour récupérer un invité par son ID, donc getMapping/ID. Voici la méthode, hein, qui va prendre comme variable l'id qu'on fera passer dans l'URL. Ici, on tente de récupérer cette personne, si elle existe, hein, c'est pour ça qu'on a le optional, hein, qui est défini. Et si l'invité n'existe pas, donc il y a un message d'erreur qui va être envoyé avec notre fin d'exception, hein, c'est les classes qu'on a définies plus bas. Sinon, on récupère l'autre. Ici, on a un endpoint pour mettre à jour les informations d'un invité, passe ID. Et là, pour mettre à jour les informations d'un invité, donc on va avoir la méthode updateGuest qui va prendre comme variable cette ID que l'on passe dans l'URL, hein, donc un ID, et puis un objet de type JSON, hein, qui va permettre de mettre à jour un élément dans la base de données. Et puis là, à partir de là, on fait un test, hein, pour nous assurer, alors on écrit, hein, est-ce que cette idée-là existe. Si cette idée n'existe pas, eh bien, il y a un message d'erreur, hein, qui va être retourné, sinon, ça va être mis à jour. Et enfin, pour pouvoir supprimer un invité. Alors, pour pouvoir tester ce microservice, rien de plus simple, on va ici sur Maven, on va sur Guest Service. Une fois qu'on est sur Guest Service, on va sur Plugin ici. Voilà. On descend dans Spring Boot. On descend un petit peu plus bas. Et on a notre RAM. On exécute. Voilà notre application qui va être exécutée. À partir de là, en fonction de tout ce qu'on a vu ici, on va pouvoir faire nos interrogations. La première des choses, on va lancer Chrome, par exemple. Chrome. Bien évidemment, quand vous lancez Chrome, pour pouvoir faire des tests, il faut avoir une extension. Par exemple, ici, j'ai l'extension Talend API Tester. Après, il y en a d'autres, hein.
Et là, pour pouvoir tester tout ça, je vais revenir dans mon microservice. Là, dans Guest Service, il est défini ici, quelque part, au niveau du Java. Si je descends sur ressources, on a défini application property, le port 8081 pour ce microservice. Donc, ça veut dire que ici, si je vais utiliser la méthode get, parce que je veux tester. Alors, si je reviens ici, je viens ici à API, guest controller. Moi, je souhaite tester, par exemple, ici, pour m'assurer que ça fonctionne. Je souhaite tester dans le contrôleur, ici, voilà, le slash guest ici. Donc le slash guest, c'est-à-dire le get mapping sans paramètres. À partir de là, si je souhaite le tester, donc il faudra que je fasse un get, ici, puisque c'est un get mapping, je ferai un http:// je ferai localhost 2.8081/guest. On l'envoie, on fait un send, et si je descends plus bas ici, voilà, on a bien tous les éléments de la base de données qui nous arrivent. Donc ça veut dire que on vient de tester cette requête-là. On vient de tester cette requête, et ça, ça permet donc de tester que le get mapping fonctionne. Allons voir le post mapping, c'est-à-dire supposons que je veux envoyer un utilisateur. On voit qu'il faut lui envoyer un objet de type JSON. Donc, si on revient ici, si je vais un petit peu plus haut, le post. Alors, le post, je viens ici. Voilà. Et pour ce poste-là, donc je lui envoie le guest qui est ici. Et je dois lui envoyer un objet de type JSON. Donc, quand on type application JSON, d'abord, il faut sélectionner application JSON. Ce que je vais faire, donc, on va récupérer un JSON pour essayer de créer une nouvelle personne dans le body. Alors, le problème, c'est que... alors d'abord, on va aller recommencer, on va refaire le get, et je vais faire le send. Voilà. Et je vais descendre quand même pour récupérer ici. Il faut qu'on récupère au moins un objet JSON pour pouvoir avoir quelque chose qui sera conforme à notre base de données. Donc je récupère sans la virgule, ici c'est au moins un. CTRL-C, voilà. Je reviens ici pour tester le poste. Et là, je fais un coller à ce niveau-là. Donc c'est bien JSON. Alors guest ID, par exemple, on va faire... alors ça ne sert à rien ici parce que ça va être automatique. On va faire 25, par exemple. Allez. Ici, je vais faire mousse. Ici, je vais faire mousse. Voilà, on va laisser comme ça pour le reste. Je fais un send. Alors, allons voir si ça a été pris en compte. Il suffit de faire un get et de faire un send pour pouvoir récupérer toutes les informations de la base de données. Allons voir, est-ce que mousse a été rajouté. 25, on dit. Alors, je ne vois pas ici. Voilà. Voilà. Donc là, la mousse a été rajoutée à ce niveau-là. Donc on voit que la création fonctionne bien. Supposons maintenant que je souhaite utiliser, par exemple... alors, le problème, c'est qu'il a été rajouté le 25 parce qu'il était existant. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, alors donc ça veut dire que le post ou le put pourrait être la même chose. Donc ce qu'on va faire, on va revenir ici. On va revenir sur cette chose-là.
Et si je lui fais ici, je recommence. On va faire un post. Et ici, on va faire 250 par exemple. 50, 270. Je fais un send. Je fais un get. Je fais un send. On va pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, il a été rajouté ici. Si maintenant j'ai envie de modifier le 201 qui est là, il suffit de venir ici. Là, je dois avoir un put quelque part. Voilà, le put, il doit être ici. Il faut donner l'idée et il faut donner l'objet JSON qu'il faut modifier. On y va. On vient ici. Alors, donc, je reviens là. Là, je vais faire un put. Je vais faire un slash, il faut donner l'idée. 200, je sais plus, c'était 270. Voilà. Et là, je voudrais modifier par mousseta, par exemple. Mousseta ici. Si j'envoie, send. Et si je fais un get pour voir ce qui se passe, alors je vais supprimer le 270, je fais un send ici. Si je descends tout en bas, voilà, mousseta, mousseta. Si je veux supprimer, j'ai la méthode delete mapping qui est ici. Là, voilà. Il suffit de faire ici tout simplement sélectionner la méthode delete qui est ici. Là, voilà. Et je vais faire slash 270. Je fais un send. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il faut aller voir la réponse, il me dit internal error, guest 270. Alors donc il y a un problème, il faut aller voir pourquoi. Delete mapping slash id. Il faut revenir ici. Voilà, donc là, je dois lui donner normalement la variable 270 pour revenir ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Normalement, j'ai bien, si je fais un get, d'abord pour récupérer la liste, qu'est-ce que j'ai déjà commencé? Ah, c'est 202. Alors, donc, delete slash 202. Et je fais un ça, voilà. Et là, si je vais rechercher, voilà. Là, déjà, si je fais un delete, il ne trouve pas. Si je fais un get, voilà. Si je fais un get, il ne trouve pas le 202. Je trouve le 201, mais le 202, je ne l'ai pas. Le 201 aussi, je vais le supprimer. Pourquoi le 201? Ah oui, c'était nous, c'est de toute façon. Donc, c'était bon. Voilà. Donc là, il a été supprimé. Et si je vais voir encore ce que j'ai ici, par exemple, je peux avoir un élément par rapport à son idée, puisque j'ai le get mapping qui est là. Voilà. Et si je viens ici, si je fais un slash 1 par exemple, get et slash 1, eh bien, j'aurai uniquement l'idée numéro 1. Voilà comment fonctionne notre microservice. Et là, l'objectif pour les autres, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que les autres réservations services, il suffit d'aller les voir. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour aller voir ce que font les codes. Ça va être exactement le même principe. Et ce sera le même principe pour Room Service également. C'est-à-dire que pour ces trois microservices, 1, 2, 3, ils fonctionneront suivant le même principe. Et donc, il suffit de les lancer. On va aller sur New Terminal. Ici, allons voir le terminal où on a lancé notre premier microservice.
Alors, si on remonte tout en haut dans notre terminal, on a l'instruction ici qui permet de lancer le premier microservice. Donc, on peut utiliser cette instruction dans le second terminal. Alors, ce qu'il y a, on va modifier le dossier. Supposons qu'on veut lancer room service. Ça veut dire que ici, à ce niveau-là, il faudra changer guest par room. Voilà. Et donc là, on a le microservice qui est lancé sur le port 8083, puisqu'on l'a défini comme ça dans le port, dans le un room service. Il suffit d'aller voir, même chose. Comme on l'a fait pour guest service, on va dans API, dans room controller, et dans room controller, on a le slash room. Il suffit ici de faire un get et ici 8083 slash rooms. Voilà, je fais un send et ça va me permettre d'obtenir la liste des chambres. Donc même chose, il faut aller jeter un coup d'œil à cet API pour pouvoir faire tous les tests possibles pour le get, le post, le put, etc. C'est le même principe pour l'autre microservice, réservation service qui est ici. Donc je peux, comme tout à l'heure, ouvrir un nouveau terminal ici, un new terminal. Hop, je clique, je vais coller. Et là, pour pouvoir lancer réservation service, il va falloir faire exactement la même chose ici. Réservation service, je valide. Et on aura ce troisième microservice qui sera lancé à son tour. Voilà, donc il fonctionne sur le port 80-82 et réservation service, il suffit d'aller sur tout simplement cet API, le contrôleur qui est ici, pour aller voir toutes les interrogations possibles via cet API. On a slash réservation, c'est sur le port 80-82. Donc là, même principe, on vient ici, 80-82 et réservation. Voilà. Et on fait un send, et à partir de là, on aura toutes les réservations possibles. Donc voilà comment est-ce que on procède pour pouvoir construire ces trois microservices-là. Une fois qu'on en a construit un, c'est exactement le même principe. Vous pouvez vous baser d'ailleurs sur ce qui a été fait ici pour construire les vôtres. Pour le room réservation service, c'est un petit peu plus complexe, puisque lui, il doit permettre d'accéder à tous les microservices. Donc ici, si je viens dans SRC, dans main, si je vais dans ressources, dans application property, j'ai d'abord trois propriétés qui sont définies vers les URL des trois microservices, puisque le microservice qui est ici, celui-là, doit pouvoir accéder à ces trois microservices. Donc on a une propriété qui va permettre de définir des URL vers les trois microservices. Ensuite, dans le dossier Java, en particulier dans le dossier API, on a un fichier qui s'appelle room réservation.java. Ce fichier room réservation.java, alors on peut en avoir d'autres, mais là l'objectif de notre application, comme c'est de pouvoir récupérer l'ensemble des réservations pour faire un planning par exemple, eh bien on crée ici une classe qu'on appelle room réservation qui va permettre de récupérer toutes les informations liées à la réservation. On souhaitera dans cette classe avoir un guest ID qui proviendra de la classe
qui est ici, donc, qui proviendra de cette classe, de ce service réservation service, un guest ID, un room, je reviens ici, hein, un room ID qui proviendra de du même microservice, un réservation ID, donc là ce sera l'idée de la réservation, un first name et un last name qui lui proviendra en fin de compte hein, de ce microservice, un guest, first name, last name, donc grâce à ce microservice. On souhaite avoir le nom de la chambre, le numéro de la chambre, des informations sur le lit. Également, ces trois informations-là seront données par ce microservice-là. Donc on voit que ce microservice va devoir accéder à ces trois microservices. Et une date hein, concernant l'idée de la réservation. Donc on voit que là, on doit construire une classe qui va permettre d'obtenir, de récupérer toutes les informations dont on a besoin à partir des trois microservices. Si on avait besoin d'autres types d'informations ou de traitements, ben, il faudrait créer d'autres classes, tout simplement. Là, on a besoin d'un seul. Ici, on a le room réservation contrôleur. Alors, avant d'aller sur le room réservation contrôleur, on a d'abord, ici, plus bas, la classe et un dossier qui s'appelle client. Dans ce dossier qui s'appelle client, on a trois dossiers. On a le dossier guest qui va faire référence au microservice guest, réservation qui va faire référence au microservice réservation et le dossier room qui va faire référence au dossier room service, au service room service, pardon. Dans guest, qu'est-ce qu'on a? On a une classe qui s'appelle guest Java qui, en fin de compte, hein, va contenir toutes les informations qu'on va récupérer à partir de ce microservice-là. Et ici, on a la classe guest service client. Cette classe guest service client, ça va être le service qui va communiquer avec le service d'invité distant. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on va tout simplement créer une classe service ici qui va permettre de communiquer avec ce service. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on va créer dans ce service des classes services qui vont communiquer avec ces différents services. C'est très simple. Donc on la note avec service, on définit cette classe, guest service client, on va utiliser un objet de type REST template hein, pour pouvoir justement travailler avec notre web service, avec les différents services. On va définir l'URL du service d'invité, donc @value guest underscore service.url, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le fichier des propriétés. Et ici, donc, on va avoir tout simplement un objet guest service URL hein, qui va tout simplement représenter cette URL. Ensuite, ici, on va définir les parties d'URL utilisées dans les requêtes. On va définir une classe guest URL part /guest, puisqu'on sait très bien que pour pouvoir interroger ce microservice, il faut qu'il y ait un /guest à la fin. /rooms pour celui-là, /réservation pour celui-là. Donc, on prépare ces parties d'URL et avec un / à la fin. Ensuite, ici, on va définir un constructeur prenant REST template comme dépendance, puisque le REST template, hein, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser les interrogations via l'appli HTTP. Ensuite, on va définir toutes les méthodes dont on a besoin. Ici, on a une méthode pour récupérer tous les invités. Donc, la méthode se présente comme ça. Public list guest, get all, string URL égale guest service URL, c'est-à-dire c'est tout simplement l'URL qui a été définie dans cette propriété, hein, qui est définie, cette propriété définie dans l'application .property. La voici, hein, puisque c'est comme ça qu'on accède au microservice guest. Je reviens sur le guest service client. Donc, on définit cette propriété. Ensuite, on va
utiliser l'objet restTemplate qui va permettre d'interroger cette URL qui est ici. On va pouvoir interroger cette URL. Donc, on a public list guest get all, donc string URL égale guest service URL, plus guest URL part, plus cette partie-là. Ça va nous donner donc ce qu'on a testé tout à l'heure. Ensuite, ici, l'objectif, c'est de récupérer tous les autres. Donc, on va faire response entity entre crochets guest, pour dire qu'on va tout simplement récupérer une liste de guests. On définit une variable response qui est de ce type-là, c'est-à-dire qui va permettre d'obtenir la liste des autres. On va faire appel à l'objet restTemplate qu'on a défini ici, donc this.restTemplate, et on va définir la méthode getForEntity qui va permettre d'interroger l'URL et on lui passe un objet de type response type guest.class. Donc c'est toujours la même syntaxe, c'est-à-dire qu'on a l'URL et ici response type guest, c'est-à-dire un objet en fin de compte, une sorte d'array d'invités que l'on passe ici. Et cette instruction-là va permettre de récupérer la liste des invités. Return arrays. Donc on va obtenir un array et on va tout simplement convertir cette réponse, puisque la réponse qu'on va obtenir ici, ça va être du JSON. On va tout simplement convertir le response.getBody, c'est-à-dire qu'on va convertir le JSON, on va le convertir en array, puisque l'objectif c'est de renvoyer une liste d'invités. Et même chose plus bas, on définit une méthode pour ajouter un nouvel invité, on définit une méthode pour récupérer un invité, on définit une méthode pour mettre à jour un invité et pour supprimer un invité. C'est construit suivant le même principe. Alors à quoi ça sert ça? Ça sert que si on a une application Android par exemple, ou une application React, ou une application Live par exemple avec notre Spring Boot, eh bien cette application-là va passer par Room Réservation Service pour pouvoir faire des opérations sur ces différents microservices. Donc en l'occurrence ici sur Guest Service, puisque j'ai créé le client pour l'instant. Et ça va être exactement le même principe pour les autres. C'est-à-dire que pour les autres, on va tout simplement ici, alors je suis dans Room Réservation, ici, je suis dans Client, pardon. On va faire exactement la même chose pour les autres, c'est-à-dire que pour les autres, donc client ici, on a fait ça pour guest, il va falloir faire la même chose pour réservation. Il va falloir faire la même chose pour room. L'objectif, c'est que ce microservice puisse faire toutes les opérations qu'il souhaite, puisse appeler toutes les opérations de guest service, puisse appeler toutes les opérations de room service, puisse appeler toutes les opérations du microservice réservation service. Une fois qu'on a défini ces clients, eh bien, ici, dans Room Réservation Service, dans le dossier main, qu'est-ce que l'on a ici? On a, ici, on a cette appli qui est ici. Donc, on revient dessus. On a défini ici une classe qui va nous permettre de récupérer toutes les propriétés concernant une réservation de chambre. Et là, on a le contrôleur qui va être défini. C'est-à-dire le contrôleur qui, lui, en fin de compte, c'est vers le contrôleur qu'on va accéder en fin de compte pour pouvoir travailler avec ces différents microservices. Et donc, ce contrôleur, donc reste contrôleur, request mapping room réservation, room reservation, ici, voilà. Là, on va avoir
trois, euh, les trois propriétés qui vont tout simplement faire appel aux services que l'on vient de voir dans le dossier client. Hein. On vient de voir les différents services, hein, ici, guest service client, etc., etc. Donc, on définit trois objets du type de ces services. On va ici, un petit peu plus bas, définir un constructeur prenant les instances des services hein, qui sont ici, hein, public room réservation contrôleur, et on va lui passer ces trois services. On les lui passe. On définit trois propriétés qui permettront d'accéder à ces services, et à partir de là, eh bien, on va commencer notre traitement. Par exemple, ici, on va avoir un point d'entrée pour pouvoir récupérer les réservations de chambre. Donc, arrobas get mapping, public collection room réservation, get room réservation. Donc, on va récupérer la liste des réservations. On peut donner une date d'ailleurs, si on souhaite avoir la réservation à une date donnée. Alors, si la date n'est pas fournie, on va utiliser la date actuelle. Donc, au cas où la date n'est pas fournie, c'est la date actuelle qui va être définie. Donc, c'est ce qu'on indique ici. Hein, c'est-à-dire que si on a if not string util.asLang.string, donc à partir de là, si la date n'est pas fournie, on définit la date actuelle. Ici, on définit le format de date, et puis à partir de là, on va avoir la propriété date-string hein, qui va récupérer cette date qu'on a définie. Ensuite, donc, on va définir une variable usable date-string qui va être égale à date-string, c'est-à-dire soit la date n'est pas fournie, donc ce traitement-là sera effectué et on récupérera la date d'aujourd'hui, soit la date est fournie, donc à partir de là, on récupérera la valeur hein, qui sera passée dans l'URL comme date, hein, c'est-à-dire la date de string hein, qui est ici. Donc c'est un des deux. Et puis on commence le traitement tout simplement. Hein. Donc récupérer toutes les chambres. Donc voilà, on définit ici on va faire appel tout simplement au service. Hein. Home service client pour pouvoir récupérer toutes les chambres. Ensuite, on va construire une réservation de chambres pour chaque chambre. Donc là, on va avoir un traitement pour cela. On va récupérer toutes les réservations pour la date donnée. On va avoir un traitement pour cela, etc. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où on a cette architecture qui permet d'accéder à tous les microservices, on fait absolument ce que l'on veut. Alors comment on lance ce microservice? C'est tout simple. Hein. C'est-à-dire que là, on va le tester maintenant. Hop. On va tout simplement venir sur Terminal, New Terminal. Voilà. On va aller voir la façon dont on a lancé nos autres microservices. En particulier, voilà, cette instruction-là. On vient sur le dernier microservice et ce qu'il y a, on va changer ici. Le chemin, c'est room, alors c'est room réservation-service. Donc on va mettre ici room-réservation-service. On valide. Voilà. Et comme on n'a pas précisé de port dans les propriétés, ça va être lancé normalement sur le port 8080. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? On va voir ce qui me manque. Alors, si on va voir l'erreur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plus haut là, il nous dit Identify and stop the process that's listening au port 8080 au configure. Ouais, donc là, on a un problème, c'est que on a déjà quelque chose qui fonctionne sur le port 8080. Si c'est votre cas, on va tout simplement aller, je vais aller par exemple sur réservation service, dans ressources, application property, on va récupérer ça. On va revenir sur l'application Room Réservation Service, on va dans SRC, on va dans Main, on va dans ressources, application property,
Et ici, on va tout simplement lancer 8084 par exemple. On sauvegarde et on relance l'application. Sauf si vous, de votre côté, vous avez trouvé le process qui fonctionne sur votre port 8080. Voilà, je suis sur 8084. Alors, si je vais dans réservation service, je vais dans API, je vais dans room réservation contrôleur ici. Je descends. Il suffit de, comme on le voit ici, hein, de faire un room réservation, par exemple, pour obtenir la liste des réservations. Je viens ici et je lui passe ici 8084 / je colle. Et j'envoie, et à partir de là, ben voilà, on voit qu'on a la liste des réservations qui apparaissent bien ici. Voilà. Donc voilà donc comment on peut architecturer une application en microservice. Donc vous pouvez vous inspirer de cette application pour pouvoir architecturer le back-end de l'application qu'on souhaite construire pour, comment il s'appelle, donc le KME PMI, hein, en microservice. Hein. C'est pas compliqué. Donc, une fois que vous avez bien pris en main cet exemple-là, que vous avez compris comment il fonctionne, eh bien, vous allez pouvoir architecturer votre application, vous aussi, en microservices.